À un moment donné, hein, honnêtement, est-ce que vous ne vous êtes pas un peu mordu le doigt en vous disant, mais la Cour a apprécié autrement cette décision parce que c'est déclaré incompétent pour les éléments aussi avancés, n'est-ce pas plutôt vous qui vous êtes quelque part trompé? Vous ne vous êtes pas posé cette question-là? Alors, on ne peut pas se tromper en faisant confiance aux institutions de la République. Vous pouvez peut-être me traiter de naïf, mais non, je vous ai dit que je n'étais pas dans la naïveté, j'étais dans un piège délibéré. J'étais dans une posture de piège délibéré. Aujourd'hui, à la face du monde entier, la Cour constitutionnelle béninoise vient de se déclarer incompétente. Et je m'arrête là. Incompétente. Je ne veux pas dire incompétente pour l'analyse du recours. Incompétente. Parce qu'au regard de sa sœur de la République de Guinée, elle a montré qu'elle n'était pas capable d'aller dans l'analyse d'un recours qui lui a été présenté. Je ne sais pas si c'est le nivellement par le bas qui a été observé dans la nomination des membres de cette cour en place, parce que la majorité, il y a quelques fonctionnaires dans le droit, mais qui ne sont pas des doctrinards, de la chose constitutionnelle. Il n'y a aucun spécialiste du droit public à l'intérieur de cette cour. Il y a beaucoup plus en dehors de Maître Djobenou, qui était, dans une vie antérieure, un avocat du président de la République, député issu d'une volonté du président de la République, ministre du président de la République, et dont, je dirais, l'environnement, l'historique, l'amenait d'une certaine manière à une espèce d'accointance forcée ou voulue. J'estime que le nivellement par le bas a amené en fait cette cour constitutionnelle à ne pas être en fait une cour de doctrinard, à ne pas être une cour qui pourrait vraiment aller au-delà des accointances politiques. Et je l'assume entièrement. Donc la cour constitutionnelle béninoise vient de dire à la face du monde entier: Béninoises, Béninois, ne vous fatiguez plus à m'envoyer un quelconque recours dès qu'il s'agira d'aller étudier, d'aller analyser des actes législatifs touchant à la modification de la Constitution. La Cour constitutionnelle béninoise vient de nous dire à chacun d'entre nous, à vous et à moi, Béninoises, Béninois, ne perdez plus le temps à me déférer une quelconque décision législative, une quelconque loi qui change votre Constitution, qui change votre vivre ensemble, qui change peut-être les institutions de la République, parce que je ne pourrai rien faire. La Cour constitutionnelle béninoise vient de nous dire: démerdez-vous Béninois, démerdez-vous avec les politiciens, démerdez-vous avec l'Assemblée nationale. Ils viennent de vous enlever la souveraineté pour se l'arroger à eux-mêmes. C'est-à-dire que demain, si les députés à l'Assemblée nationale, que ce soit ceux-ci qui souffrent d'une légitimité, qui souffrent même, je dirais, de confiance populaire, en arrivaient à décider que la République du Bénin ne serait plus une république, mais deviendrait une monarchie, la Cour vient de dire: débrouillez-vous, je ne peux pas aller contre ce que les députés ont décidé. Si demain... Vous êtes juriste, mais là, est-ce que vous ne prêtez pas des intentions à la Cour? Parce que le dire, c'est ouvrir une voie de pagaille, et la Cour ne peut pas le faire. Appelez ça comme vous voulez, pagaille, aguidi, comme vous voudrez. La Cour vient de nous dire clairement: les députés et vous, vous êtes face à face. Ils vous ont enlevé la souveraineté. L'institution de régulation que je suis censé incarner, l'institution de sagesse que je suis censé incarner, ne peut plus réguler vos droits, ne peut plus réguler les institutions en République du Bénin. Donc vous avez le choix entre lyncher vos députés et les applaudir en fonction de ce que vous estimez être capable de faire. Donc je ne sais pas si la Cour a rendu service aux députés et si la Cour a rendu service au président de la République, parce qu'elle vient de montrer clairement qu'elle est encore plus bas qu'un appendice du pouvoir politique, parce qu'elle est devenue aujourd'hui une chambre inutile, une institution inutile, parce qu'elle n'est plus capable d'être celle sur laquelle on peut compter pour réguler ou même endosser ses attributions originelles qui sont celles du juge suprême. C'est-à-dire qu'aujourd'hui au Bénin, pour tout acte, pour le moment, ils n'ont pas parlé des lois ordinaires, ils ont parlé seulement des lois constitutionnelles. Mais la loi constitutionnelle, c'est la norme des lois. C'est la norme supérieure, c'est la norme suprême. Si on ne peut pas interpréter la volonté ce qu'ils ont appelé constituant, donc du député, puisque le député est devenu de facto le constituant dérivé, alors qu'est-ce que ce serait des lois ordinaires? Si on ne peut plus contrôler la volonté du député, ça veut dire qu'aujourd'hui, donc, la Cour constitutionnelle vient de nous dire: je ne sers plus à rien. Je ne sers plus à rien en République du Bénin. C'est pour ça qu'il y a très peu de temps, je disais qu'on était arrivé à la fin d'un cycle. On est arrivé à la fin d'un cycle. Tout ce qu'on a connu jusque-là ne vaut plus.
La Cour constitutionnelle vient aujourd'hui, donc hier, le 7 janvier, de nous déclarer qu'elle ne sert plus à rien, qu'elle est d'une totale inutilité dans le cadre de la régulation des pouvoirs et dans le cadre du maintien des droits. Et de facto, elle vient en fait de nous laisser dans un vide total. Elle vient de laisser en fait les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme s'imposer de droit. Parce que la Cour africaine des droits de l'homme avait décidé de l'annulation de la loi de révision de la Constitution. Donc, aujourd'hui, nous n'avons plus en droit interne la possibilité de compter sur une juridiction pour garantir des droits, pour réguler l'espace politique et l'espace juridique. Donc, il faut aujourd'hui soit pulvériser tout ce qui existe, tout pulvériser et repartir pour que la Cour constitutionnelle redécouvre une autre stature et une autre manière de fonctionner. Parce qu'aujourd'hui, avec la décision qu'elle a prise hier, elle vient de consacrer son inutilité. Alors, c'est sur votre recours, puisqu'il y a d'autres décisions qui ont été rendues quand même, puisqu'on parle parrainage, on y reste. Aujourd'hui, la Cour a rendu donc sa décision, elle s'est déclarée incompétente pour apprécier l'inapplicabilité du parrainage comme que vous l'avez soumis. Alors, qu'est-ce qui aujourd'hui est possible à votre niveau de faire à cette instance? Est-ce que vous posez la question à Nouroudine Saka Saleh en tant que juriste ou alors en tant que personne appartenant à un parti politique d'opposition? À la fois. À la fois, oui. Je vais vous dire en tant que juriste, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, la Cour vient de nous montrer son incapacité, son inutilité. Alors il faut repenser les choses autrement. Et la seule manière d'arriver à redonner une nouvelle forme à la Cour constitutionnelle, c'est soit on décide de s'asseoir et de redevenir un constituant originel, parce que le constituant dérivé tel qu'il est aujourd'hui, la Cour s'est déclarée incompétente pour analyser cette décision, alors que ce sont des décisions législatives dont elle avait vérifié la conformité au préalable. C'est seulement après la vérification de conformité que la loi est promulguée et ensuite rendue publique et obligatoire. Donc si elle ne peut plus contrôler la conformité a posteriori d'une loi décidée par les députés, c'est que d'une manière ou d'une autre, il faut trouver le moyen de redevenir un constituant originel pour donner une nouvelle vie à la Cour constitutionnelle, puisqu'elle a déclaré en fait sa mort cérébrale. Elle a déclaré son inutilité technique, son inutilité juridictionnelle, et peut-être elle a consacré sa vassalisation politique. Elle l'a peut-être consacré. Donc, à titre de juriste, à titre d'observateur, à titre de technicien de la chose juridique, il faut peut-être retourner à des assises nationales, retourner à ce qui a donné naissance à la Cour constitutionnelle. Dites peut-être, parce qu'on peut ne pas y aller. On peut ne pas y aller selon ce que nous voulons. Peut-être que la nation béninoise va juger qu'il est inutile, en fait, de continuer à saisir la Cour constitutionnelle et qu'il faut laisser donc le pouvoir politique décider de tout ce qui se passe au Bénin. Je n'en suis pas sûr, je n'en suis pas si sûr. Maintenant, le politique Nouroudine Saka Saleh, membre d'un parti d'opposition, va renforcer en disant que nous n'avons pas autre choix. Nous n'avons pas autre choix. Quand l'instance juridictionnelle suprême, de laquelle nous devrions avoir la possibilité de compter sur elle, légitimement, pour limiter les abus des politiques, pour limiter les abus des décideurs politiques, que ce soit du gouvernement ou de l'Assemblée nationale, en arrive à vous déclarer son inutilité et sa mort cérébrale et sa mort clinique totale, c'est qu'il faut forcément lui donner un petit coup de balai pour lui permettre de réexister à nouveau. Lui donner un coup de balai, ça signifie? Mais ça signifie qu'il faut qu'on décide. Il faut décider. Il faut qu'on décide soit de s'asseoir. Oui. On décide en fait d'aller par la voie douce ou d'aller par la voie de la contrainte. Il ne faut pas se faire l'économie des mots. La Cour vient de nous dire, je ne peux plus rien pour vous, peuple béninois. Je ne peux plus décider de freiner l'élan des députés si on décide aujourd'hui de vous empêcher, vous, Joël Yetonji, de porter votre nom. Elle vient de nous dire, je ne peux plus rien pour vous, peuple béninois. Donc, prenez la décision de faire ce que vous avez envie de faire. En attendant, c'est un débat qui est lancé manifestement, mais en attendant, sur la question du parrainage, taraude les esprits et une présidentielle qui s'annonce, que faudra-t-il faire? Continuer de débattre de cette question? À mon niveau, le dernier effort qui devait être fait, c'était celui de la Cour constitutionnelle. Ce débat est clos à mon niveau. C'est-à-dire, on ne parle plus de parrainage. Il n'y a plus de recours juridictionnel par rapport au parrainage. Il n'y a plus de recours juridictionnel, puisque les lois en interne, les juridictions en interne, la juridiction suprême vient de dire « je suis incapable de faire quoi que ce soit ». Donc, le recours ne peut plus être juridictionnel. Peut-être que le recours est politique. C'est en cela que je disais, soit nous allons nous asseoir pour nous parler, ou peut-être que nous allons nous frapper
plutôt pour se faire entendre, chacun. Est-ce qu'on peut considérer que cela signifie aussi que désormais, vous qui voudrez bien être candidat, il vaut mieux se mettre dans les rangs? Vous voudrez bien, c'est une accusation que vous me portez? Non, pas vous, pas vous. Pas vous, Nouroudine Saka Saleh, pour tout présidentiable. Ça dit, est-ce qu'on ne peut pas se permettre aussi d'interpréter comme ça? Désormais, écoutez, autant aller négocier, comme certaines voix l'ont dit, aller négocier votre parrainage, se mettre dans les rangs et puis on n'en parle plus. Ça veut dire donc que la Cour est encore en train de consacrer une certaine indignité dans le champ politique. Parce qu'il est totalement indigne d'avoir une Assemblée nationale, soi-disant élue, avec un taux de participation ridicule, qui ne frise même pas les 15%, et qu'on nous dise que c'est cette Assemblée nationale qui décide d'instituer une norme, c'est-à-dire ils se sont regardés dans un miroir, ils ont dit, bon, nous on est capable de remplir ces conditions, donc on va l'imposer comme loi de la République. Ils l'ont fait. Toutes les mesures de requêtes ont été portées contre le parrainage. Moi, je n'ai pas demandé son annulation. Je ne suis pas partisan de l'annulation du parrainage, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Je dis seulement, au regard de la situation de fait, qui fait, je n'ai même pas parlé du Parlement monocolore. Non, 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 absolument pas. C'est-à-dire, il y a des risques que le parrainage ne soit pas juste, ne soit pas équitable. Quand il y a des risques comme ceux-là, nous allons à une élection qui est éminemment communautariste dans nos pays. La présidentielle, c'est éminemment communautariste. Ce n'est pas qu'on va attirer le mauvais œil sur nous, mais on a vu dans les pays autour de nous ce que ça cause, une présidentielle à risque. Donc, pourquoi ne pas s'éviter des crises inutiles en décidant au préalable? Mais la Cour, en fait, la Cour vient de consacrer dans la tête de tout le monde qu'elle a validé le système d'exclusion, parce que le seul moyen pour le pouvoir en place de ne pas aller se confronter à d'autres personnes, c'est justement de choisir à qui se confronter. C'est justement de limiter la capacité d'entrer en compétition des autres. C'est-à-dire, pourquoi vous voulez que moi, par exemple, aspirant candidat à une élection présidentielle, j'aille voir mon adversaire et lui demander l'autorisation de concourir contre lui? Vous ne la donnerez pas. En toute logique, il n'est pas bête pour me la donner, puisqu'il sait que je vais le défaire. Il n'est pas bête pour me la donner. Donc, ils sont en train de consacrer, en fait, une république de compromission, une république où une personne peut décider de qui va entrer en compétition, qui sera candidat contre lui. Et ils sont en train, en fait, excusez-moi le terme, d'installer la pagaille, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Ils sont en train d'installer la pagaille parce que qui vous dit que cette décision-là n'est pas une épée de Damoclès sur la tête de chacun des 77 maires du Bénin? Comment? Qui vous dit que cette décision de la Cour constitutionnelle, en imposant le parrainage, n'est pas une épée de Damoclès sur la tête des 82 députés? Qui vous dit que la base de ces députés-là est d'accord avec le système de parrainage? Qui vous dit que la base de ces maires, ils vivent dans les communes? Qui vous dit que ceux-là, aujourd'hui, ne seront pas sous la menace de certains dans leurs communes? Qui vous dit que ces maires et ces députés ne seront pas aujourd'hui les personnes les plus en insécurité? La Cour vient d'installer en fait la politique béninoise et les politiques béninois, notamment ceux qui ont été à l'origine du parrainage et qui sont ceux qui doivent donner le parrainage dans l'insécurité la plus totale. Est-ce que vous promenez-vous un peu, vous allez entendre. Personne n'a envie que le Bénin revive les démons de l'exclusion. Et la seule solution juridictionnelle pour éviter cela, c'était la Cour, puisque législativement, nous n'avions plus la possibilité, à cause des règles de l'UEMOA, de la CEDEAO, sur les 6 mois avant tout scrutin où il ne fallait pas toucher aux lois. Donc c'est fort de tout cela que moi, je n'ai pas demandé à l'Assemblée nationale, que je ne reconnais même pas dans sa légitimité. J'ai demandé plutôt à la Cour de trouver une solution. Et je leur ai donné la solution, avec tous les arguments. Ils n'avaient juste qu'à prendre mon recours et le calquer comme décision. Mais ils n'ont pas été capables. Ils n'ont pas... C'est la décision juridictionnelle la plus inintelligente que moi j'ai lue. C'est peut-être la plus prudente pour leur vie respective à eux, mais c'est la plus inintelligente. Parce qu'ils auraient pu au moins la déclarer irrecevable. Encore pour les sages, cette décision peut-elle être la plus prudente? La plus prudente parce que justement, on sait très bien, je viens de dire qu'ils ont été nivelés par le bas. Ils ont été nivelés par le bas. La majorité de ceux qui constituent aujourd'hui la Cour constitutionnelle ce sont des fonctionnaires, certains à la retraite, certains encore en exercice. Le seul qui venait du privé était passé aux politiques, c'était Maître Djobrinou. Donc, il ne faut pas mettre des gants pour dire que c'était une cour entre griffes redevable à celui qui l'a nommé, le président de la République. Donc, c'était peut-être la solution la plus prudente pour eux à l'égard de leurs bienfaiteurs.
Maintenant, est-ce que la prudence à l'égard du bienfaiteur va se rétablir aussi en prudence à l'égard de la nation? La nation sera toujours plus forte qu'un individu. Donc, Guinoussa Kassala, est-ce que vous n'êtes pas en train de demander ce qui est impossible? Parce que, d'une manière ou d'une autre, je peux peut-être renverser la question de Joël Tondi. Entre-temps, le gouvernement, déjà aux législatives, chrysogène, avait dit qu'il n'y aura pas de conférence nationale bis. Et là, vous le savez très bien, au lendemain donc, de ces élections, il y a eu des assises politiques, un dialogue politique, dit-on. Maintenant, votre parti politique, les démocrates, n'était pas né. Aujourd'hui, vous êtes là et vous demandez également qu'il y ait des dialogues politiques avant les élections présidentielles, alors que le pouvoir reste campé sur sa position. Est-ce que vous pensez qu'il y aura ces assises ou carrément on fera comme les autres pays où c'est après les élections chrysogènes qu'on organise les assises politiques pour apaiser la tension? Le président de la République peut adopter la situation de mépris la plus totale. Il peut décider de mépriser tous les appels aux assises. Je ne crois pas que quelqu'un pêche en demandant à ses compatriotes de s'asseoir pour échanger. Je ne crois pas que quelqu'un soit en train de demander l'impossible. Ce que vous appelez impossible nous a sorti d'une situation de monopartisme en 89 pour la démocratie telle que nous la connaissons. Peut-être que le président de la République et son entourage ne veulent pas d'une démocratie au vrai sens du terme. Peut-être qu'ils n'en veulent pas. Peut-être qu'ils ne veulent pas d'une démocratie où les institutions fonctionnent régulièrement, puisque manifestement, celle qui est censée nous garantir des abus vient de déclarer son incompétence. Est-ce qu'il faut la comprendre comme une incompétence intuitive personnelle de ses membres ou une incompétence organique? Je leur laisse la décision, je leur laisse le jugement entier. Ce que je veux dire, une conférence nationale, appelez-la comme vous voudrez, une assise nationale. Tout ce que je demande, c'est que justement nous sommes aujourd'hui dans une situation de blocage. Il y a une frange de la population, et je pense que c'est la plus grande, qui n'est pas pour la manière dont les choses politiques se font. Et pour qui sait aujourd'hui l'impact du politique dans la vie quotidienne de tous les Béninois, il faut en tenir compte. Il faut tenir compte des 85-90% de Béninois qui ont boudé les urnes en 2019. Il faut tenir compte de plus de 60% de Béninois qui ont boudé les urnes en 2020. Jamais on n'a vécu ça au Bénin. Jamais on n'a vécu une situation comme celle-là. Est-ce qu'on va continuer à opposer un mépris sourd et sous le couvert d'une campagne de reddition des comptes, où on rencontre son administration déconcentrée, son administration décentralisée, qui est acquise à soi à 100%, prétendre qu'on est en train de faire une reddition des comptes et considérer que c'est largement suffisant et qu'il faut foncer tête basse dans une élection présidentielle alors que nous avons les signaux un peu partout. Laquelle des élections présidentielles a été sans anicroche dans notre espace et même au-delà de nos frontières actuellement? Laquelle? Aucune. En Côte d'Ivoire, il y a eu des morts. En Guinée, il y a eu des morts, alors que le comportement de l'opposition n'était pas le même d'un pays à l'autre. En Côte d'Ivoire, l'opposition a boycotté. Il y a quand même eu des morts, mais ça n'a pas changé le coup de force qui a été fait. En Guinée-Conakry, il y a eu des morts alors que l'opposition a participé d'une manière unie à l'élection. Mais il y a quand même eu des morts. Aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que le dialogue politique est en cours en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous avez l'impression qu'on peut dépouiller totalement les droits d'une partie du pays, leur empêcher, leur retirer le droit de vote de facto et espérer que ces mêmes personnes-là viennent s'asseoir ensuite pour partager le pouvoir? Non. Arrêtons de désacraliser la fonction politique. Arrêtons de désacraliser et de descendre de son piédestal les nations. Les nations ne sont pas faites d'accointances politiques ou de partage de gâteaux. Non. Si vous m'empêchez d'aller choisir mon candidat, si vous m'empêchez d'une manière ou d'une autre d'aller émettre mon vœu de renouvellement politique, ou que vous m'empêchez de choisir celui que j'estime être le mieux adapté pour moi, c'est que vous me retirez mon droit de citoyen. C'est que vous m'enlevez complètement la possibilité de décider et je ne vais pas vous laisser vous décider pour moi, sans rien dire. Donc, ne semons pas les graines d'une crise politique et peut-être humanitaire. En quoi c'est impossible de s'asseoir et échanger, puisqu'il y a eu un dialogue politique après les législatives, ce qu'ils appellent un dialogue politique? Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui qu'il y ait un autre dialogue politique? Ils ont bien eu à organiser cette mascarade de dialogue politique. Maintenant, pourquoi ils ne voudraient pas? Est-ce que c'est eux qui décident qu'il y ait conférence? C'est Kérékou qui avait décidé qu'il y aurait la conférence en 89-90? Non. C'est les situations de fait qui les y ont amenés en 89-90. Et Dieu merci qu'il y a eu cette conférence, parce que s'il n'y avait pas eu la conférence, un exilé ne reviendrait pas dans son pays devenir président de la République contre son adversaire.
un exilé ne viendrait pas sous le couvert des lois de la République séquestrer à son domicile une personne pendant 52 jours, sans charge, sans décision de justice, sans rien du tout. Ce sont des droits qui ont été convenus lors de la conférence nationale, inscrits dans la Constitution, qui font aujourd'hui que cette personne s'arroge et abuse de certains droits. Vous avez présenté des tableaux suffisamment tristes pour l'Afrique. Tristes, mais réalistes. Réalistes, oui. Ce sont des faits que tout le monde peut constater. Et le Bénin, je n'ai pas inventé quelque chose. De revivre, en tout cas, moi, je n'ai pas envie, ce tableau-là. Je n'ai pas envie qu'on me dise qu'il y a un étudiant qui a été abattu. Voilà. Je n'ai pas envie qu'on me dise qu'il y a une femme qui a reçu des balles dans le dos et qu'on me dise après qu'elle est morte du paludisme. Tout en étant réaliste, Noureddine Saka Saleh. Absolument. On évite ces situations au Bénin avec cette décision-là. Comment? C'est exactement ce que j'étais en train de dire dès l'entame de l'émission. Maintenant que c'est fait. La Cour, justement, avant que cela ne soit fait, nous ne pouvions pas nous mettre dans la situation de prospective. Tout à fait. Maintenant que c'est fait. Pour faire confiance à nos... Maintenant que c'est fait, oui, justement, la Cour constitutionnelle vient de donner l'autorisation au peuple de choisir entre le laxisme et entre la revendication du respect des engagements internationaux, par exemple, en application des décisions de la Cour africaine des droits de l'homme. Le Bénin est signataire de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, 2007, adoptée en 2007 à Addis Abeba. Ratifiée dans notre droit interne et donc intégrée dans le droit positif interne en 2010 ou 2011. Et cette Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance impose à nos États de prendre toutes les mesures juridictionnelles, administratives pour garantir l'accès équitable aux élections, la transparence électorale, l'inclusivité électorale. Nous sommes en train de fouler aux pieds tous ces engagements internationaux. Aujourd'hui, notre droit interne vient de nous dire « je suis incapable de faire quoi que ce soit pour vous ». Le peuple demeure jusqu'à nouvel ordre souverain. Sans la nation béninoise, il n'y a pas d'État béninois. Sans la nation béninoise, il n'y a pas d'Assemblée nationale béninoise. Sans la nation béninoise, il n'y a pas de président de la République. Donc, la Cour vient de nous dire, au-delà du parrainage, si quelqu'un décide demain de proroger par une révision de la Constitution son mandat de 2 ans, je ne pourrai rien faire pour l'en empêcher. Tant qu'il aura l'Assemblée nationale à sa botte, je ne pourrai rien faire pour l'en empêcher. La Cour vient de nous dire, si demain on décide de transformer la République du Bénin en monarchie béninoise, je ne pourrai rien faire parce que les tout-puissants députés auront décidé plutôt. Donc, puisque nous sommes aujourd'hui face à une espèce de lâcheté juridictionnelle, une espèce de démission de la Cour constitutionnelle, le dernier mot revient à la nation béninoise. Le dernier mot revient à la nation béninoise d'endosser, d'accepter ce que la Cour a décidé, puisque c'est l'instance juridictionnelle de dernier recours, ou alors d'imposer à ses dirigeants de s'asseoir autour d'une table et de décider de quelque chose. Les moyens que la nation va utiliser, c'est elle seule qui en a le ressort du choix. C'est la nation qui décide de comment elle va contraindre ses dirigeants à le faire. Mais j'estime que face à la démission et à la concussion et à la complotisme et au complotisme des dirigeants politiques, la nation béninoise se doit de trouver une réponse forte parce qu'elle demeure le premier souverain. La nation premier souverain, mais on a quand même fort à faire lorsqu'il est question de faire en sorte que le Bénin, comme tous l'ont clamé à un moment donné, puisse se repositionner de fort belle manière. Et la voix qui s'annonce quand on vous suit, elle n'est pas des plus rassurantes, Noureddine Saka Saleh. Est-ce que le politique, là, c'est le politique qu'on voudrait bien interpeller, qui hier a dit que le Bénin a les ressources pour retrouver ses marques, pour apprendre dans les tout prochains jours son bâton de pèlerin, pour que, évidemment, ce qui paraît plus plausible, plus souhaitable puisse se faire, à savoir cette table ronde pour tous, où c'est assise. Vous avez dit, on peut choisir toutes les formes possibles, mais celle-là paraît la solution la plus ultime. Alors, il faut d'abord expliquer aux populations ce qui a été décidé. Vous pensez que c'est l'essentiel? Ah oui, en tant que politique, j'ai un devoir de reddition des comptes, puisque intuitu personnel, c'est moi qui ai introduit un recours. Parmi les autres, j'ai introduit un recours. Donc, il faut expliquer
à la nation béninoise. Et c'est cet exercice qu'on a commencé là. Donc il faut expliquer en tant que politique, justement, ce pourquoi cet acte a été posé, ce recours a été fait, cette requête a été faite. Il faut l'expliquer à nos militants. Alors, en peu de mots, ça signifie que dans peu de jours, c'est possible de voir, pas forcément l'expression, Nouroudine Saka Saleh sur les traces de Patrice Talon, du point de vue reddition de comptes, c'est ça? Non, pas sur les traces de Patrice Talon. Pour le moment, j'estime que Patrice Talon est dans son rôle de président de la République. Il fait son travail de président. Moi, je n'ai pas interpellé le président de la République. J'ai interpellé la Cour constitutionnelle. Mais puisque la Cour a répondu et qu'il y a des conséquences politiques à en tirer, mais justement, c'est pour ça que je dis qu'il faut que nous allions expliquer d'abord à nos militants ce qu'est la décision de la Cour constitutionnelle et les conséquences politiques que ça peut avoir, quitte maintenant à la population de décider de dire, bon, écoutez, Nouroudine Saka Saleh, on a bien compris, laissez donc l'Assemblée nationale adopter toutes les lois qu'elle a envie d'adopter, et puis on va continuer à subir sans pouvoir rien dire, comme la Cour a dit qu'elle ne peut rien faire pour nous. Donc on attend de voir très prochainement Nouroudine sur le terrain et peut-être avec les autres régions. J'y suis tout le temps sur le terrain. Alors, et davantage. Moi je veux savoir qui a trompé qui finalement dans ce jeu. Est-ce l'Assemblée nationale qui a voté cette loi, demandait à la Cour d'apprécier, et la Cour qui a jugé ça conforme, et finalement le chef de l'État qui s'enorgueillait parce que son système système partisan est en marche, parce que durant ces tournées de reddition de comptes, il l'a rappelé maintes fois aux populations. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on a l'impression que le chef de l'État a été dupé aussi bien par l'Assemblée que la Cour constitutionnelle? Personne n'a trompé personne. Ah bon? C'est juste la révélation d'une espèce de collision générale qui s'est révélée avec le temps. Personne n'a trompé personne. Tout le monde fait la volonté d'une personne, la volonté du président de la République, au nom du sacro-saint principe que le Bénin est en train de se développer. Le Bénin se développe, observons donc. Le Bénin se développe, on va observer. Nouroudine Saka Saleh, on vous a invité par rapport à votre recours. Vous étiez au nombre de 3, mais nous n'allons pas vous laisser partir sans que vous nous dites un mot par rapport à l'autre recours des citoyens béninois aussi concernant la prorogation du mandat du chef de l'État. Je pense que le traitement a été le même, c'est-à-dire la Cour a aussi botté en touche, a déclaré son incompétence. C'est en ça que je disais tout à l'heure. C'est moi qui avais alerté déjà sur la chaîne Africa 24, votre chaîne concurrente, il faut dire, de l'anomalie constitutionnelle qui avait été faite en rajoutant un certain nombre de jours à la durée du mandat, en disant que 5 ans n'était pas l'équivalent de 5 ans 1 jour, n'est pas l'équivalent de 5 ans 45 jours non plus. Donc, moi, je n'ai pas attaqué cette disposition-là parce que j'avais nommément interpellé le professeur Olo et le professeur Aïvo sur la question de l'anomalie, parce que je me suis dit peut-être que ça se fait. Je ne suis pas spécialiste du droit constitutionnel, je suis juriste d'affaires, donc je ne connais pas du tout les méandres du droit constitutionnel. Donc en toute prudence, j'avais demandé en fait à des aînés publiquement de se prononcer là-dessus. Vous avez des réponses? Pour le moment, le professeur Aïvo m'a fait le bonheur de répondre et a décelé aussi et a conclu à l'anomalie. J'attends encore l'opinion du professeur Olo et je ne serai pas du tout satisfait qu'on me parle d'une obligation de réserve, parce que l'obligation de réserve, justement, c'est lorsque vous avez, pendant votre mandature, connu de cette question-là, que vous ne pouvez plus vous prononcer sur elle. Si vous ne l'avez pas connu, le bonheur du droit, la beauté du droit, justement, c'est de le faire vivre par les opinions respectives. Si quelqu'un s'abstient de dire quelque chose sous réserve d'une obligation de réserve, c'est juste qu'on est en train de consacrer la mort de la science juridique. Il faut y apporter tout ce qu'on peut. Donc, cette question, la Cour vient malheureusement de botter en touche. Donc, on ne saura jamais, en fait. On ne saura jamais s'il faut compter sur la Cour constitutionnelle béninoise. On ne saura jamais si c'est une anomalie ou si ce n'est pas une anomalie. La Cour vient de dire seulement, je ne suis pas capable d'être dans la tête des députés pour savoir ce qu'ils voulaient faire en rallongeant de 45. Mais ça prouve au moins que le constat a été fait, que le mandat n'est plus de 5 ans, mais est devenu de facto un mandat de 5 ans, 45 jours. L'incompétence de la Cour n'équivaut pas à une non-constatation de ce qui a été évoqué. Donc la Cour sait très bien, ils se sont arrachés les cheveux, pour les recours qu'on a fait, ils se sont arrachés les cheveux, seulement que la décision de façade, c'est qu'ils étaient incompétents. Comme j'ai dit tout à l'heure, est-ce que c'est une incompétence organique ou la révélation d'une incompétence intuitive personnelle des membres de la Cour constitutionnelle? C'est le temps qui nous dira.
Le temps nous dira, mais pour l'instant, l'autre inquiétude partagée par tous, hier avait, semble-t-il, été apaisée quand le chef de l'État dira l'élection sera inclusive, la présidentielle. Avec les deux données qui ont commencé par donner des frissons, prorogation du mandat, parrainage, et avec les décisions que nous venons d'avoir, pensez-vous que le chef de l'État peut jouer un rôle de rassembleur? Autant je suis, et je le dis de la manière la plus solennelle, autant je suis très reconnaissant au président Patrice Talon pour une chose. Il a révélé l'homme béninois, et surtout l'homme politique et l'élite béninoise. Il a révélé en fait la putréfaction qu'il y avait derrière toutes ces personnes. On a découvert aujourd'hui, grâce à lui, des personnes qui se présentaient sous un jour beau, magnifique, et qui ne sont en fait que des personnes d'un opportunisme très grand. Autant je lui suis d'une reconnaissance mais totale et d'une admiration dans ce sens-là, parce qu'il nous a permis de soulever en fait les culottes de certains parmi eux et de voir en fait qu'ils étaient remplis de puces et de tiques. D'accord? Autant je suis très embêté par la bivalence des propos du chef de l'État depuis un petit moment. Le chef de l'État qui disait qu'il ne pouvait pas intervenir pour que l'Assemblée nationale torde le cou aux lois de la République pour permettre l'élection inclusive de 2019, c'est le même aujourd'hui chef de l'État qui dit qu'il va plaider volontairement au mépris du principe de séparation des pouvoirs pour que l'élection devienne inclusive. Excusez-moi, je ne vais pas traiter quelqu'un de menteur, mais j'ai du mal à croire à certains propos devant autant de bivalence dans les mêmes propos, à des intervalles assez réduits et qui ne laissent pas en fait la possibilité de se retrouver en fait dans les propos de cette personne-là. Je lui suis très reconnaissant, hein. Il nous a permis de découvrir le béninois lambda, que ce soit le citoyen, que ce soit... Et vous a promis par exemple à Comé que vous aurez votre récépissé, je vais parler des démocrates, puisque vous les représentez ici, aujourd'hui, presque une semaine après sa tournée, vous avez effectivement eu ce fameux document qui vous a longtemps manqué, qui vous donne aujourd'hui une existence légale. Est-ce que vous ne pouvez quand même pas aujourd'hui croire à la participation inclusive? Je vais plutôt croire qu'il y avait donc réellement une personne qui empêchait le récépissé d'être émis.